Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un point lecture hors challenge auquel j'ai participé cette année puisque c'est majoritairement les livres que j'ai lus voilà, jusque là. Il y a quand même quelques petits pavés, il y en a certains que j'ai déjà abordés dans deux challenges, non, juste dans le Shiny Spring Challenge parce que c'est comme des recueils de nouvelles, donc là ça va vraiment être l'œuvre dans leur ensemble, mais j'y viendrai juste après. Alors j'ai commencé l'année avec une nouvelle de Colette, La fin de Chéri. J'avais déjà lu Chéri il y a quelques années que je n'ai pas apprécié. Enfin, j'ai aimé l'écriture de Colette, mais je n'ai pas apprécié le personnage de Chéri, qui est juste un enfant génial à qui tout tombe dans le bec, tout cuit, etc. Il y en a beaucoup qui apprécient ce personnage, mais je ne comprends absolument pas pourquoi. Donc si c'est votre cas, j'aimerais bien avoir des petites pistes là-dessus. Donc là, c'était vraiment une lecture juste de haine assumée en fait. J'ai juste vu la fin de Chéri, je me suis dit chouette, 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 je vais voir la déchéance du personnage et j'ai pas été déçue. J'ai beaucoup plus apprécié Chéri dans ce tome-là, qui se déroule après la guerre en fait, et c'est un tome qui est, un tome qui est beaucoup plus sombre. On a nos personnages qu'on a connus dans la première novella qui ont vieilli, donc il y a vraiment toutes ces questions de passage du temps, de la nostalgie, des souvenirs auxquels on se raccroche, du fait que avec le temps qui passe, les personnages qui grandissent, qui évoluent, ils se raccrochent à des chimères en fait, puisque ce sont des gens qui ne s'apprécient plus forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes attaches, les sentiments ont passé, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, alors que c'est tout fin, ça se lit vraiment très vite, mais c'est assez dense quand même. Et là, à la limite, je comprends beaucoup mieux l'aigreur et le mordant de Chéri que dans la première nouvelle où c'était juste un personnage tête à claque qui vomissait un peu sa haine et sa suffisance comme ça, sans but en fait. Là, il a vécu des choses traumatiques et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent avec, avec qui il est en fait. C'est juste que voilà, avant c'était un petit con et maintenant c'est un jeune homme complètement désabusé sur le monde et sur le futur. Donc celui-ci je peux tout à fait vous le recommander. On n'est vraiment pas obligé d'avoir lu Chéri pour pouvoir lire celui-ci. Donc si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéressait, vous pouvez quand même lire celui-là parce qu'il est beaucoup plus intéressant à mon sens. Voilà. Ensuite, j'ai lu de Géris Geoffrey, le dernier bain de Gustave Flaubert, que j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Il y en a très peu d'ailleurs, mais celui-ci, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, on va avoir une autobiographie un peu romancée. On va vivre les derniers jours de Flaubert, hanté par ces personnages et notamment par Madame Bovary, donc il y a une touche un petit peu fantastique dedans, très très intéressant, beaucoup de choses sont abordées, comment est-ce que l'auteur peut vivre un succès, est-ce qu'il se complaît dedans, est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait aimé changer, qu'il aurait aimé faire différemment. On voit aussi beaucoup les obsessions de Flaubert, on voit ses liens avec certains personnages historiques. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, que c'était très drôle. On voit tout le pétillant de l'auteur. De Flaubert pour le coup, dans cet ouvrage-là. Je trouve que la plume de Géris Geoffrey est très plaisante à lire, donc je ne sais pas ce qu'il a pu produire d'autre, mais je pense m'y tourner. J'ai lu certaines critiques de femmes notamment qui trouvent qu'il y avait beaucoup trop d'occurrences sexuelles dans le livre, ce qui n'est absolument pas le cas. Bien sûr que ça en fait partie, puisque si vous avez déjà lu du Flaubert, il y en a vraiment partout. Et je pense que ce sont des personnes qui n'ont lu que Emma Bovary et qui ont complètement mis de côté, ont-elles vraiment lu Emma Bovary? C'est quand même une femme adultère, avec plusieurs hommes différents. Quand on lit, il y a vraiment beaucoup d'occurrences au sexe biologique, à la façon d'aimer, voilà, tout ce genre de choses. Donc pour moi, c'est absolument cohérent avec le personnage. Ce n'est jamais gratuit dans le livre. Ce ne sont pas des scènes de sexe qui sont dépeintes, mais effectivement, quand il est dans son bain, il se regarde, etc. Mais pour moi, c'était absolument pas obscène, pas incohérent, et ça fait complètement écho à ce qu'on peut retrouver dans ses œuvres. Voilà, parce que même si on a lu d'autres ouvrages, d'autres nouvelles de Flaubert, on retrouve les mêmes thématiques. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça complètement pertinent.
Et c'est un ouvrage que je vous recommande tout à fait, donc très plaisant à lire. Si on ne connaît pas la production de Flaubert, ce n'est absolument pas dérangeant non plus, on peut complètement décorréler les faits. C'est tout à fait accessible, et pareil, on ne se sent pas complètement en décalage avec le 19e siècle, enfin, c'est tout à fait actuel, je trouve. Et rien que pour cette dimension d'auteur hanté par ses œuvres, je trouve aussi que c'est vraiment très intéressant là-dessus. Après 2 nouvelles de Jack London qui sont regroupées sous le titre Grève générale. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Dans la première nouvelle, on va en fait se réveiller dans un monde où tous les ouvriers se sont mis en grève et du coup les bourgeois vont devoir apprendre à vivre sans tout ce qu'ils ont sur le accès au quotidien. Ça va vraiment être... ça peut amener après à des écritures horrifiques puisqu'il va se passer des choses vraiment pas chouettes à l'intérieur, mais c'est très plaisant à lire. Et dans la deuxième nouvelle, on va plus s'attarder à tout ce qui est histoire syndicale aux États-Unis. Donc pareil, extrêmement intéressant d'un point de vue historique. Donc 2 nouvelles dans un tout petit recueil, ça se lit extrêmement vite. La plume de Jack London est toujours très plaisante. On a toujours des petites touches d'humour, d'ironie. Donc voilà, tout à fait actuel. Je peux vous le recommander également à 100%. Toujours sur un auteur états-unien, Paul Auster, avec la trilogie new-yorkaise. Donc là, j'avais déjà parlé un petit peu de Cité de Verre dans le Shiny Spring Challenge et j'ai poursuivi avec Revenant et La Chambre dérobée, que j'ai beaucoup plus apprécié que Cité de Verre au final. C'est comme j'ai pu déjà le dire dans ma petite critique dans le Shiny Spring Challenge, on est sur un auteur, enfin du moins dans ces écrits-là, qui va beaucoup se rapprocher de ce que peut faire Kafka. On est sur des choses, si ce n'est fantastique, qui font appel à des ressorts irréels, en fait, un peu magiques parfois. Donc voilà, très intéressant aussi. Ça m'a fait penser à l'écriture un petit peu de Luc Reinhardt, si certains ont déjà pu le lire. Donc pareil, j'ai beaucoup apprécié là-dessus. Je sais pas si je pousserais davantage avec Paul Auster parce que je trouve qu'avec cette trilogie, j'ai déjà un bon aperçu de son travail et en soi, ça me suffit, c'était plaisant, voilà. Après, pourquoi pas peut-être plus sur des nouvelles pour retrouver toujours ce petit côté un petit peu fantastique. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de mettre dans ses œuvres, mais en tout cas dans celle-ci, c'était très présent, mais facile à suivre. Alors peut-être Cité de Verre est un peu... confus, mais c'est volontaire puisqu'on va revenir un peu dessus dans la dernière novella, dans La Chambre dérobée, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'était ma préférée. Voilà, des personnages qui sont un petit peu hermétiques, mais volontairement, c'est pas dérangeant qu'on n'ait pas accès à toute leur intériorité. C'est même complètement logique dans l'évolution du récit, mais si ça peut en déranger certains de pas avoir tout ce fil de pensée, etc., j'ai autre chose qui pourra vous intéresser un petit peu après. J'ai lu ensuite 2 auteurs italiens, le premier Camillo Boito avec Senso. Là, on va nous parler d'une jeune femme qui pense à ce qu'elle a vécu dans le passé, à une aventure qu'elle a vécue dans le passé, dans sa jeunesse. Mais enfin, c'est une jeune femme d'une 30aine d'années, donc quand même, elle n'est pas si âgée que ça. Et elle va nous narrer du coup une aventure qu'elle a vécue et qui va complètement tourner au drame. C'est un tout petit ouvrage, ça se lit vraiment très très vite. J'ai beaucoup aimé cette plume, j'ai beaucoup aimé cette histoire de femme bafouée, blessée et qui va complètement répondre à ses instincts les plus bas pour exercer sa vengeance, et on va voir après si elle en éprouve du remords ou pas. Voilà, vraiment très très bien sur le sentiment amoureux, sur comment est-ce qu'on peut se faire avoir voilà, quand tout est trop beau pour être vrai, etc. Je peux pas trop vous en dire plus parce que comme c'est tout petit, j'ai pas envie de trop vous en gâcher, mais découvrez-le parce que c'était très plaisant, et apparemment ça a été adapté par Visconti, donc pourquoi pas regarder l'adaptation. Et donc, comme je vous parlais de flux de conscience, c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans Ma paresse de Italo Svevo, qui est également tout petit, publié aux éditions Alia. J'aime bien ce que propose cette maison d'édition.
Et là, on nous dit juste à la fin, on nous donne juste une citation d'Italo Svevo, les choses les plus simples sont trop compliquées. Et là, en fait, dans ma paresse, ça va juste être le flux de pensée d'un homme sur, voilà, sur comment il a vécu sa vie, où est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'il pense à la fin. On a vraiment un fil rouge comme ça qu'on va dérouler, ça se lit vraiment très bien, très pas forcément contemplatif, mais ça peut nous faire nous penser aussi un petit peu au temps qui passe, etc. De toute façon, on voit avec les petits sabliers, c'est déjà une référence à ce qui arrive en fait à la petite histoire. Donc ça, pareil, je peux vous le recommander tout à fait pour une petite lecture sans prise de tête, c'est vraiment très bien. Après, nous avons Zola, l'avant-dernier des Rougon-Macquart avec La Débâcle. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, enfin du moins dans la première partie. Donc dans La Débâcle, on va s'intéresser aux guerres napoléoniennes et du coup à des batailles qui se déroulent dans l'est de la France contre les Prussiens. C'était un peu dur donc de rentrer dedans. Les scènes de guerre, c'est pas forcément les choses que je préfère, mais après, une fois qu'on a eu toute cette exposition des personnages, il y en a beaucoup à l'intérieur, toute l'exposition sur le schéma des batailles, sur la description des campagnes, etc. Une fois qu'on est vraiment dans la deuxième partie, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Là, on est vraiment dans le concret avec des personnages qu'on suit, des histoires diverses qu'on va suivre, les fresques que c'est peindre Zola. Et c'est juste poignant en fait. Ça reste quand même des témoignages de guerre. Il y a des choses qui sont passées qui sont très rudes. Si, comme vous êtes sensible au sort des animaux, bah, on ne sera pas épargné à l'intérieur non plus. Voilà, enfin, vraiment ça a été décrit aussi à l'époque comme un témoignage presque journalistique de ce qui pouvait se passer sur les théâtres de guerre. Et effectivement, c'est très réaliste. Zola, de toute façon, se documente beaucoup sur ce qu'il écrit. Donc, ce sont des choses qui ont pu réellement se passer. C'est horrible. On a du coup tout ce qui est la guerre en elle-même, mais la famine qui arrive, les maladies qui arrivent, le peuple qui se fait décimer alors qu'il n'a rien demandé. On découvre aussi les scènes de la vie quotidienne, parce qu'au milieu de tout ça, on peut être complètement se dire... La guerre est là, mais il faut quand même continuer à vivre. Donc on retrouve quand même des paysans qui sont juste là en train de labourer le champ pendant qu'il y a des obus qui éclatent un peu partout. Enfin, c'est vraiment des scènes qui sont très poignantes et... Je trouve que c'est quand même important de lire ça, parce que même si dans le monde on voit toujours plein d'images de guerre, que ce n'est absolument pas terminé, on a quand même la chance de vivre en paix sur notre sol, du moins depuis extrêmement longtemps, mais ce sont des choses qui se sont passées à plusieurs reprises et pas si loin que ça dans notre histoire, et il serait bon d'avoir quand même des petites piqûres de rappel. La guerre, c'est pas juste à des milliers de kilomètres de nous, ça peut être vraiment juste à côté, et voilà, ça c'était vraiment un très bon témoignage là-dessus. Toujours un peu sur cette idée de guerre, même s'il n'y a pas que ça à l'intérieur, j'ai terminé Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson, dont j'ai déjà un petit peu parlé. C'est vraiment un très beau bébé. Plus de 1000 pages, mais qui étaient vraiment passionnantes. Alors, dans ces chroniques, on va suivre principalement 3 personnages qui sont en fait... Ça va être un peu compliqué à expliquer. C'est une uchronie, donc... Qu'est-ce qui se serait passé si la peste avait décimé les Européens et que du coup les forces en présence étaient complètement différentes. Là, pour le coup, on est plus sur la Chine qui s'affronte avec les Arabes, et on va avoir après des forces qui vont un peu contrebalancer, l'Inde notamment. On a aussi les Amérindiens qui ont... pu former une alliance parce que du coup les États-Unis n'existent pas, et les potentiels colons chinois ou arabes n'ont pas du tout traité, ne sont pas occupés des Amériques comme les Européens s'en sont occupés, donc c'est vraiment très différent. Et donc on va suivre 3 personnages au sein de ce qu'on appelle une jati dans des religions hindouistes. Je saurais même pas vraiment savoir si c'est l'hindouisme en particulier, parce que c'est pas... je crois que c'était nommé au tout début, il me semble que c'est ça. Donc une jati, c'est comme une famille de personnes qui se réincarnent en groupe pour pouvoir s'élever après la mort dans des sphères beaucoup plus hautes et accéder à une espèce de paradis en fait, au repos éternel. Et donc tant que
cette jade-ci n'accomplit pas de bonnes choses, ils sont condamnés à se réincarner pour vraiment apprendre à faire le bien et vraiment pouvoir accéder à ce mieux après. Forcément, quand ils se réincarnent, ils ne se réincarnent pas dans les mêmes personnes, c'est-à-dire au même degré de pouvoir, dans le même genre. Des fois, ça peut aussi être des réincarnations animales. On va en retrouver un exemple dans une histoire. Donc c'était vraiment très intéressant. À chaque fois, ils ne se souviennent de rien jusqu'à un certain point. Donc ça aussi, c'était plutôt pas mal. Ça instaure vraiment un petit peu de suspense et tout. C'était vraiment cool. Et donc nous-mêmes, on ne sait pas forcément qui est qui. Il faut au fil de l'histoire vraiment se rappeler de leurs histoires passées pour pouvoir un peu retrouver les personnages dans ces nouvelles personnes à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va brosser 700 ans de mémoire d'histoire, donc des choses très différentes. On va avoir des sociétés très différentes parce que pareil, ils ne se réincarnent pas au même point. Ils peuvent être un jour des Chinois, le lendemain sur un marché aux esclaves en Afrique, après aux Amériques, donc vraiment extrêmement différent. C'est hyper prenant, ça demande un investissement de temps quand même, parce que voilà, très très épais, mais je regrette absolument pas. C'était vraiment trop cool et je sais pas s'il y a eu une adaptation ou si ça pourrait être en production ou autre, parce que franchement, il y a plein de choses qui sont hyper cinématographiques. La plume de Kim Stanley Robinson est extrêmement visuelle, même si ce sont des cultures auxquelles on n'a pas accès dans notre quotidien ici en tant qu'occidentaux. On voit très bien les bâtiments, les étoffes, les senteurs aussi sont décrites. Enfin, c'est un vrai dépaysement. C'est très bien fait et on est vraiment plongé au milieu de tout ça. Donc vraiment très cool, je vous le recommande tout à fait. Et enfin, je termine avec un Balzac, puisque je n'arrive pas à laisser tomber La peau de chagrin. Donc de Balzac qui, peut-être là, devrait être mon dernier. J'ai beaucoup de mal avec cet auteur. Pour moi, sa plume est complètement inconstante. Et La peau de chagrin... Bon... J'ai bien aimé l'histoire en général, mais encore une fois, sa plume m'a laissée complètement indifférente. Je trouvais que parfois on s'y perdait un petit peu, que dans le tourbillon des choses qu'il souhaitait décrire, c'était pas toujours hyper clair. Ces personnages, par moments, se télescopent un peu, on n'arrive pas forcément à détacher qui est qui, enfin bon, un peu dommage. La peau de chagrin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut en finir avec la vie, mais... avant de se jeter dans la Seine, il est happé par un petit magasin d'antiquités. Il va y faire un tour et là-bas, le propriétaire de cette maison d'antiquités va lui proposer d'embarquer la peau de chagrin, en fait, qui est une peau qui vient d'Orient et qui réalise absolument tous nos souhaits. Mais à mesure qu'elle réalise ces souhaits-là, la peau rétrécit et une fois qu'elle est toute petite, elle prend notre âme, elle prend notre vie et c'est terminé. Donc lui, il n'avait absolument rien à risquer par rapport à ça, parce que de toute façon, il voulait en finir avec la vie. Sauf que, et ben forcément, il va se mettre à souhaiter des choses qui vont le raccrocher à ce monde-là et il se rend compte qu'il ne pourra pas y rester, que ça va blesser des gens auxquels il tient autour de lui et que du coup, ben, il aurait mieux fait de pas jouer avec ça, il aurait mieux fait de rester en ce bas monde. Et voilà, donc l'histoire en soi est très intéressante, aucun souci, mais la réalisation pour moi un petit peu à côté, enfin du moins sur toute le milieu en fait du livre, sur toute la deuxième partie. Parfois c'était un petit peu longué, on aurait pu couper certaines choses, mais voilà, soit le début, toute l'exposition était pour le coup bien faite, on voit tout à fait aussi le fléau qui sévissait dans Paris avec l'argent qui coulait à flot et qu'on peut perdre du jour au lendemain dans les casinos, les hommes qui sont complètement alcoolisés jusqu'à se brûler la cervelle, etc. Et la fin qui est très bien faite, les personnages... Pour le coup, les personnages féminins chez Balzac sont quand même assez intéressants. Ils sont plutôt bien faits, je trouve que ce sont eux les plus intéressants à chaque fois par rapport aux personnages masculins qui sont un petit peu insipides, mais malheureusement c'est eux qu'on suit, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je pense que c'était à lire. J'aime beaucoup de toute manière toutes ces occurrences quand on a toujours un choix comme ça à faire qui n'en est pas vraiment un, qu'on sait que le personnage va en souffrir jusqu'au bout, donc toute cette, voilà, cette ironie dramatique, toujours très intéressant.
Je pense que c'est quand même celui que j'ai préféré. Maintenant, peut-être le dernier. Sûrement le dernier. Mais bon, je me connais. Je suis sûre que je terminerai par Les Illusions perdues un jour ou l'autre et que je vous dirai exactement la même chose. Mais pour l'instant, on en a terminé avec celui-ci. Donc voilà pour tous les romans que j'ai lus hors challenge. Il y aura aussi une petite partie après sur les graphiques et les petits livres d'art. Donc je vous retrouve très vite.